Donc voilà, vous êtes revenu sur l'image d'origine, là. Alors, vous allez cliquer sur la case en face, par exemple, de teinte saturation. Puis vous allez prendre le pinceau spécial qui s'appelle la forme d'historique qui est là. Alors il y en a un autre un peu plus spécial qui donne des effets artistiques, mais on va commencer par celui-là qui réinjecte les pixels sans les modifier vraiment. Donc les pixels qui sont là dans teinte saturation ne vont pas être modifiés par un effet spécial, ils vont juste être réinjectés là où je vais passer. Vous allez modifier la dimension de la brush et sa dureté. Donc le raccourci, vous connaissez? Non? CTRL et ALT sur le clavier du Mac. Et vous enfoncez le bouton gauche de la souris. Et vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension. Et de haut en bas, c'est la dureté. Voilà. CTRL et ALT, bouton gauche de la souris du Mac. Sur le PC, ce sera le bouton droit pour faire la même chose. Toujours les mêmes touches, CTRL et ALT, mais ce sera le bouton droit sur le PC. Mais ici, on est sur un Mac. Alors, quand vous faites ça, n'hésitez pas à zoomer en arrière pour voir toute l'image et même le bord, parce qu'on va attaquer par, voilà, par l'extérieur. Là, je fais une très grande brosse, par exemple, à bord flou, et j'essaye d'intégrer. Voilà, par exemple, je viens de faire un trait et ça a intégré la version teinte saturation, ça l'a intégré sur le dessus de l'image, par exemple. Voilà. Bon. Alors, je peux essayer de l'intégrer aussi sur le bas de l'image, pourquoi pas, voilà, et sur le milieu, mais en fait, tout est devenu bleu à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était au départ. Alors, pour réinjecter l'image telle qu'elle était au départ, enfin, en tout cas, juste au moment où je lui attribue un profil, je remets la forme d'historique là en face de attribuer un profil et je vais pouvoir repasser à certains endroits. Voilà. C'est ça le principe. Donc vous êtes vraiment libre de doser la manière dont vous injectez les choses. Alors de temps en temps, c'est une bonne idée d'enregistrer, même si l'historique ne s'enregistre pas. Enregistrer au format Photoshop pour ne pas recompresser en JPEG ce que vous avez déjà compressé. Et mettez un petit numéro à la fin, par exemple, hein, voilà. Éventuellement, si le nom est très long, raccourcissez-le, mais là, ça va, il n'est pas long. Donc comme ça, je vais quand même garder mes différentes versions. C'est important, quand on fait de la créativité en infographie, de ne pas se focaliser sur le travail final seulement. Il faut régulièrement enregistrer toutes les versions intermédiaires, parce que souvent, le travail final est moins bon qu'une des versions intermédiaires. Parfois, on va trop loin, quoi, dans la création. Et parfois aussi, c'est intéressant de garder les versions intermédiaires pour pouvoir mélanger des versions. Ça fait de la richesse visuelle dans le produit fini. Parce qu'on est allé chercher deux versions et on les a mélangées. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais peut-être essayer d'injecter, tracer des contours. Donc, tracer des contours, où est-ce que je vais l'injecter? Peut-être sur le bas, oui, essayons ça. Alors, petit problème avec ce zèbre-là, qui serait quand même bien qu'il soit resté normal, lui. Donc, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était au départ, changer la forme de la brosse, la dimension, parce que c'est juste sur la tête que je vais travailler. Voilà. Voilà. Enfin, vous voyez un peu la logique. Hein. C'est vraiment pour faire des retouches de photos et aussi pour être créatif, c'est très bien. Alors, si j'ai débordé complètement, bon, il faut peut-être que j'aille rechercher. Bon, je peux annuler la dernière forme historique aussi, bien sûr. Hein. Mais sinon, on peut toujours aller rechercher la version tracée des contours et essayer de la réinjecter. Voilà, je vais enregistrer à nouveau en changeant de nom. Voilà, vous voyez que c'est assez créatif et il faut, voilà, faut pas hésiter à tester.
Alors, qu'est-ce qu'on avait encore aussi? On avait ajout de bruit. Bon, je ne suis pas certain que je vais l'utiliser, mais essayons. Ajout de bruit, qu'est-ce qui se passe si j'injecte en bas? Ouais, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, il me reste un peu de tracé des contours au milieu, là, pour les herbes. Et pour les pattes de zèbre, par contre, ajout de bruit, j'ai complètement réinjecté ajout de bruit en dessous. Alors, il faut penser à ceci. Je vais annuler. Là, je reviens d'une étape en arrière, vous voyez. La petite case est toujours en phase de ajout de bruit, donc j'ai la possibilité d'ajouter à moins de 100%. Je peux mélanger, réinjecter juste à moitié à peu près, voilà. C'est l'opacité de la brush. Donc vous faites des tests comme ça. Voilà. Donc là, c'est l'ajout de bruit qui a été réinjecté à 50%. Tiens, et si je le réinjecte au-dessus, etc., faut tester. Voilà. Bon, pas génial. Donc assez marrant hein, comme système. Après, il faut retester. Vous n'avez pas que les filtres. Vous avez tous les filtres qui peuvent intervenir dans ce système, bien sûr. Vous avez tous les filtres, mais vous avez aussi les réglages. D'ailleurs, teinte de saturation, c'était un réglage, on l'a fait. Alors, voyons un peu si je vais chercher le réglage des courbes, par exemple. Image, réglage, courbe. Vous savez qu'on peut mettre 2 points et les bouger pour modifier le contraste. Ça peut être sympa. Mais on peut aussi faire de la solarisation, c'est-à-dire faire des courbes qui montent et qui descendent. Alors il y a certaines parties de l'image qui passent en négatif, d'autres qui sont en positif. Ça peut être sympa aussi, parfois ça donne bien. Ça vous dit quelque chose, la solarisation? Vous ne connaissez pas? C'est une technique photo assez complexe qui existait à l'entre-deux-guerres, vers les années 30. Et il y a quelqu'un qui est très connu pour avoir travaillé là-dedans, c'est Man Ray. Ça vous dit quelque chose, Man Ray? Voilà. Et donc voilà, dans Photoshop, c'est très facile de faire ça. Lui, il a fait pas mal de solarisation. En voilà par exemple une. Mais c'était vraiment en labo photo, au moment du développement, il fallait jouer sur les températures, etc. C'est compliqué. Voilà ce que ça donne à peu près. C'est des images qui, à l'époque, surprenaient. 1934, c'est bien ce que je disais, c'est l'entre-deux-guerres, les années 30. Ok. Donc voilà, j'ai obtenu à peu près un truc qui me plaît. Je n'hésite pas à enregistrer régulièrement sous un nom différent le fichier, c'est pour qu'on ne manque pas de disque dur. Donc quand vous enregistrez, c'est toujours sur le disque dur interne de l'ordinateur ou un disque dur externe, ça marche aussi. Mais jamais directement sur votre clé USB parce qu'il n'y a pas de système de vérification d'erreur. Déjà, tu me dis que là, le logiciel ne veut pas le faire. Mais en plus, si vous voulez le faire, tu n'es pas certaine que quand tu vas relire le fichier, il va être ouvrable, il va y avoir des erreurs. Donc une clé USB, c'est vraiment un espace de stockage, ce n'est pas un espace de travail. Alors voilà, je suis à peu près content du résultat, mais je me dis, tiens, je vais quand même réessayer d'injecter l'image telle qu'elle était avant que je fasse les courbes. Donc je vais aller juste là. Voilà, vous pouvez aussi réinjecter n'importe quelle partie voilà, de l'historique, en fait. Hein. Ce n'est pas seulement des parties où vous avez appliqué un filtre ou un réglage. Hein. Voilà. Ah oui, je suis toujours à 50% d'intégration. Je peux essayer de remonter pour intégrer complètement. Et donc ça pourrait vous permettre de faire rapidement des posters sympas, des illustrations, voilà. Et on ne s'est pas ennuyé à faire des calques. Les calques, c'est très bien sûr, mais là, dans ce cas-ci, on ne s'est pas vraiment ennuyé avec les calques. C'est pour ça que c'est très rapide, en fait. Bon, il faut être un peu ouvert au niveau esthétique, hein. Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas viser le photoréalisme. Par exemple, les arbres ici à l'arrière, c'est clairement, c'est un peu artistique, quoi. Voilà. Bien sûr, si j'ai débordé trop, il faut réfléchir. Où est-ce que c'est ce que je veux réinjecter? Là, au moment où j'ai fait les courbes, je le réinjecte. Donc on est vraiment quand même
on a le droit à l'erreur, quoi. Vous voyez? Donc, si je réinjecte l'image telle qu'elle était avant d'avoir fait les courbes, et que je me rends compte que j'ai débordé et que c'est foireux, ben je peux aller réinjecter les courbes, là, voilà, c'est ce que je voulais dire, voilà les courbes. Voilà. Alors c'est toujours mieux quand on travaille avec une tablette Wacom, hein. Je ne fais pas la pub de Wacom, en fait c'est les seuls qui font des tablettes valables, donc voilà. Vous connaissez les tablettes Wacom? Non? Il faut vraiment travailler avec des tablettes à la place de la souris, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors, une tablette Wacom, il y a tous les prix, ça va de 40 à 4000 euros, je crois que même plus que 4000 euros. Mais il y en a certaines qui ont un écran intégré en fait. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un écran intégré à la tablette parce que là ça coûte cher évidemment. Donc je vais vous montrer une astuce si vous voulez acheter une tablette Wacom. Il y en a à vendre sur le site eBay Allemagne et ça peut être bien. C'est là qu'on trouve les moins chers. Sinon vous en trouvez dans les magasins genre Cash Converter ou autres. On en voit parfois, mais il faut faire attention à la connectique, hein, parce qu'il faut quand même une tablette récente avec de l'USB, parce qu'ils font des tablettes, et moi en 93, je faisais de la retouche de vidéo en fait, sur un ordinateur EVS, et il y avait déjà une tablette Wacom devant, à l'époque, en 93. Donc, vous voyez que c'est pas nouveau les Wacom. Hein. Bon, là, je suis allé sur le site ebay.de, donc Allemagne. Pourquoi Allemagne? Parce qu'en fait, le siège de Wacom est en Allemagne et il y a beaucoup de tablettes à vendre là-bas par rapport à d'autres sites, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, voilà. Il y a tous les prix. Et donc, ça permet de faire quoi alors? Donc, ça permet de remplacer la souris. Ça permet de remplacer la souris, c'est un stylet en fait, sans fil. Donc c'est magnétique. La tablette émet un champ magnétique. C'est le stylet sans fil et sans pile. Il puise son énergie du champ magnétique de la tablette. Hein. Donc c'est ça qui est génial. On est vraiment un stylet. Mais attention, le stylet vaut quasiment autant que la tablette en fait. Hein. Là j'ai classé les prix par ordre croissant et je vous laisserai voir. Hein. Si vous avez des doutes, renseignez-vous auprès d'un graphiste et allez... Oui, vous pouvez me demander aussi. Voilà. Donc c'est vraiment bien. Vous voyez qu'il y a tous les prix. Hein, parce que souvent on reproche à ça d'être cher. Et pour faire de la retouche photo, c'est vraiment génial pour faire de la créativité. Et vous n'avez pas besoin d'une grande tablette. Parce qu'il y en a qui se disent, tiens, j'ai un écran de 30 cm de diagonale, il me faut une tablette de 30 cm. Pas du tout. Une petite tablette, ça suffit. Hein. Ça marche. Bon, entre-temps, il y a les tablettes iPad et autres marques qui sont apparues et qui permettent aussi avec un stylet de dessiner directement dessus. Hein. Donc, et qui sont un peu les concurrents de Wacom qui a été pendant des décennies vraiment le leader du marché. Ok, donc vraiment les tablettes, il faut y penser. C'est bientôt Saint-Nicolas. Alors, hein. On s'en sort vraiment avec 50 euros, vous pouvez avoir une bonne tablette. Hein. Et vous voyez qu'il y a aussi une petite souris sans fil qui peut se mettre dessus si on veut, donc on peut faire les deux.